Trois avions de la patrouille de l'armée de l'air italienne se percutent lors d'un meeting aérien en Allemagne fédérale et s'écrasent sur la foule. Premier bilan, une trentaine de morts et une centaine de blessés. Le Premier ministre annonce pour le 6 novembre le référendum sur le statut de la Nouvelle-Calédonie au terme d'un séjour pendant lequel il a voulu redonner espoir aux deux communautés. Inauguré officiellement seulement demain, le pont de l'île de Ré est déjà ouvert depuis 100 jours. C'est un des succès de l'été, 7000 passages par jour, mais la polémique n'est pas éteinte entre les partisans et les adversaires de sa construction. Madame, Monsieur, bonsoir. Alors que nous avons tous encore en mémoire l'accident de l'Airbus dans un meeting aérien à Mulhouse en juin dernier qui avait fait 3 victimes, une nouvelle tragédie a eu lieu cet après-midi en Allemagne fédérale, près de la ville de Ramstein. Cette fois, ce sont 3 avions de la patrouille de démonstration de l'armée de l'air italienne qui se sont percutés en vol avant de s'écraser sur les spectateurs qui se trouvaient en dessous. Pour l'instant, les sauveteurs en sont encore à secourir les victimes sur place, sur le terrain, et le premier bilan très provisoire que l'on peut établir est d'une trentaine de morts et d'une centaine de blessés. Voici tout de suite le document qui nous montre l'accident d'abord et les minutes qui ont tout de suite après suivi le drame. Agnès Poirier. La mort en plein ciel. Une figure de voltige à basse altitude comme en réalise souvent la patrouille italienne. Et puis, l'accident. 2 avions en percutent un 3e, un appareil explose instantanément, un autre s'écrase sur la tribune officielle, le 3e s'abîme sur une piste secondaire envahie par les spectateurs. Sur la base américaine de Ramstein, les 3 avions, déjà Air-Maquis, s'embrasent, la panique gagne. On cherche ses proches, on attend les secours. Comme tous les ans, la journée porte ouverte a attiré beaucoup de monde. On compte plus de 30 000 spectateurs. 4 heures après le drame, impossible de dresser un bilan définitif. 30 morts, peut-être plus, une centaine de blessés. Beaucoup sont atteints de graves brûlures. Les 3 pilotes ont été tués sur le coup. Le peuple allemand est ce soir en état de choc. Après de nombreux accidents provoqués par des avions militaires, les vols à basse altitude suscitent là-bas une vive polémique. Et les instances locales et régionales avaient même demandé l'interdiction du meeting de Ramstein. Oui, après ce drame, un autre accident a eu lieu aujourd'hui en Belgique. Un avion finlandais s'est écrasé au sol au cours d'un meeting aérien également. Le pilote a été tué, mais aucun spectateur n'a été heureusement touché. En France, ce week-end est celui des grands retours de vacances. 5 millions d'automobilistes sur les routes, c'est un chiffre approximatif mais qui n'est pas loin de la vérité. Jusqu'à ce soir, un trafic heureusement est relativement fluide. Il est encore bien sûr trop tôt pour dresser un bilan des accidents et savoir si les Français ont été sensibles aux chiffres. 1087 collisions en juillet. Et puis également aux avertissements qui leur ont été prodigués, donnés cette semaine par le Premier ministre en personne. Un constat maintenant donc qui n'a pas valeur de statistique ni de sondage. Durant toute la matinée de ce dimanche, une de nos équipes a circulé sur une route nationale et ensuite sur une autoroute pour y traquer les mauvais penchants de nos concitoyens au volant. Valérie Fourniou, Roger Motte. Nous survolons actuellement l'autoroute A10 à hauteur de Chambray au sud de Tours. L'autoroute Aquitaine donc où la circulation est dense. Chronique d'un jour de retour de vacances. Même aujourd'hui, les acharnés de la vitesse sévissent sur les routes. Les gendarmes, eux, veillent et relèvent les abus. Audisson verte, 157 km/h. La vitesse est pourtant limitée à 90 km/h sur cette nationale. Et dès 9 h ce matin, la gendarmerie de Melun verbalise. Ces personnes risquent une sanction sur 2 plans. D'abord une sanction pénale, qui peut être une amende pécuniaire, et d'autre part une suspension de permis de conduire, et une sanction administrative prononcée par le préfet du département, qui est également une suspension de permis de conduire. Est-ce que c'est dissuasif ? Ah, certainement, surtout la suspension de permis de conduire, plus apparemment que l'amende pécuniaire, que les gens, je ne dirais pas acceptent facilement, mais enfin, ils craignent surtout la suspension de permis de conduire.
Aucune excuse ne pourra être donnée, le radar est fiable. Cette femme roulait à 121 km/h, pas un de moins, pas un de plus, une certaine façon de faire réviser son compteur. Mais le mal des Français reste une accumulation de mauvaises habitudes de conduite. Sur l'autoroute, ils conduisent à gauche, chassant les voitures trop lentes à leur goût, l'espace de sécurité est rarement respecté. Regardez, nous roulons à 130 km/h, vitesse limite sur autoroute, en une demi-heure ils seront 53 à nous doubler. Dans une moindre mesure, on pouvait craindre également des retards et des bouchons dans le ciel de France ce week-end fin du mois d'août. On se souvient en effet des embouteillages aériens du début de l'été. Eh bien, visiblement, les mesures qui ont été prises depuis portent leurs fruits. Le ciel est resté aujourd'hui relativement limpide au-dessus de nous et les avions sont arrivés dans les temps. Maryse Manon. Quand les parkings d'aéroports sont dans cet état, on peut craindre les pires retards, surtout le dernier week-end du mois d'août. Or, depuis vendredi, aucun avion n'est rentré après le couvre-feu d'Orly, soit 23h30. Il faut dire que cette année, Air Inter offre 2 fois moins de vols supplémentaires que l'an dernier pour autant de vacanciers à rapatrier. Le fait qu'Air Inter ait eu moins de vols supplémentaires représente effectivement une diminution de la charge des contrôleurs en ce qui concerne le trafic d'Air Inter, bien sûr. Mais les passagers n'ont pas été lésés pour ça, puisque grâce à l'utilisation de gros porteurs, nous avons pu offrir un nombre de sièges plus important que celui que nous avions offert l'année dernière pour la rentrée des vacances. La compagnie joue les gros porteurs, car rien ne sert d'affréter trop d'avions s'ils ne peuvent pas décoller. Première décision sage. Reste que les contrôleurs auront surveillé 13 600 vols depuis vendredi, sans encombre. C'est là qu'intervient la cellule de crise mise en place en mai dernier. 5 hommes, 5 téléphones, en liaison avec les centres de contrôles aériens. Son rôle, prévoir les retards potentiels pour agir avant que le bouchon ne se forme. Une des actions possibles, c'est de demander aux contrôleurs du centre concerné de prendre en compte les avions à une altitude inférieure à celle qu'ils utilisent habituellement pour les faire voler dans une zone moins encombrée, ce qui permet à ce moment-là de les faire partir beaucoup plus rapidement, ce qui est le cas de la région lyonnaise vers la région parisienne et ce qui a pu être fait plusieurs fois. En clair, les avions volent dans tous les couloirs aériens et il arrive que les contrôleurs ferment momentanément le robinet de l'espace aux vols internationaux de transit pour l'offrir aux avions des lignes intérieures. Résultat, si les passagers d'Air Inter n'ont pas connu de retard important, ceux qui rentraient des Baléares n'en diront peut-être pas autant. Mais c'est à ce prix que la rentrée s'effectue dans l'ordre. La politique. Le Premier ministre est en route pour Paris, de retour de Nouvelle-Calédonie. Avant son départ, il a annoncé qu'il proposait la date du 6 novembre pour le référendum. Les Français seront à cette date donc appelés à ratifier ou non les accords signés entre le FLNKS et le RPCR sur le statut du territoire en attendant l'autodétermination dans 10 ans. Tout au long de ces 3 jours de visite, Michel Rocard aura tenu à respecter un parfait équilibre, un scrupuleux équilibre dans les paroles d'espérance qu'il a prononcées en direction des 2 communautés. Caldoche d'un côté, Kanak de l'autre. Rachid Arabe, Georges Hansen. Le drapeau, symbole de la jeunesse. Et cette jeunesse ne vous demande que ce drapeau grandisse à l'ombre de la vôtre. Michel Rocard a accepté avec émotion le drapeau kanak offert par un indépendantiste de Canala, fief du FLNKS. Tout au long de ces 3 jours de visite, le Premier ministre a tenu à voir tout le monde, les indépendantistes, les loyalistes, mais aussi les gendarmes. Michel Rocard aimerait cicatriser toutes les plaies de ce territoire français du bout du monde. En 3 jours, le Premier ministre a également rencontré tous les responsables politiques calédoniens à qui il a annoncé aujourd'hui la date du prochain référendum fixée au 6 novembre. Un scrutin national dont le Premier ministre sait qu'il risque de ne pas passionner les Français. Je m'attends à un taux très fort d'abstention. J'ai même risqué un chiffre, je ne vois pas pourquoi je ne le risquerai pas de nouveau. Je pense que si nous dépassons 40% de participation, ce sera déjà pas mal. Et je voudrais que l'on comprenne bien. Nous sommes dans une situation où il est probable, je ne veux engager personne, enfin on peut espérer, que les 3 principales forces politiques du pays, peut-être 4,
vont donner leur accord au statut proposé pour la Nouvelle-Calédonie par voie référendaire. Voilà pourquoi il ne faut même pas faire du taux de participation un enjeu. On le prendra comme il est. Nous espérons servir la cause de la paix et du développement de la Nouvelle-Calédonie du mieux possible, mais de cela, je ne ferai pas un enjeu. Le Premier ministre, qui a glané dans l'opinion les fruits des accords de Matignon, ne veut visiblement pas se laisser embarquer dans une bataille électorale qu'il juge inutile. Michel Rocard prend les devants en demandant à l'opposition de ne pas faire de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie un thème de la rentrée politique en métropole. Michel Rocard, vous l'avez entendu, n'espère pas plus de 40% de votants pour ce référendum. Eh bien, le premier sondage sur ce thème, réalisé par Ipsos pour le compte du magazine Le Point, est plus optimiste que le Premier ministre. 69% des personnes interrogées se déclarent prêtes à aller voter ce jour-là, le 6 novembre. L'accord signé sur la Nouvelle-Calédonie à Paris, vous le savez également, fait pratiquement l'unanimité de la classe politique française, exception faite du Front National. Jean-Marie Le Pen, qui faisait ce week-end sa rentrée politique chez lui, en Bretagne, à la Trinité-sur-Mer, est résolument contre. Et privé à une exception près de représentation au Parlement, il adopte également des positions très dures vis-à-vis de l'opposition de droite. Roland Sicard, Patrick Gabet. C'est avec grand-père, là, tu vois. Jean-Marie Le Pen termine ses vacances en famille. Pratiquant l'art d'être grand-père ou celui de cultiver son jardin, le président du Front National a eu le temps de réfléchir. Et la situation politique a changé. Privé de groupe parlementaire, privé de tribune à l'Assemblée nationale, le Front National doit maintenant hausser le ton pour faire entendre sa voix. Résultat, le discours s'est durci. Première cible, l'UDF et le RPR. Jean-Marie Le Pen tire la leçon de son désistement au second tour des élections législatives. Il ne faut pas que les politiciens RPR et UDF pensent que nous reconduirons cette technique de cadeau aux élections locales. Par conséquent, là où il y aura alliance, il y aura soutien loyal du Front National. Là où il n'y aura pas alliance, les partis en question prendront la responsabilité de leur échec. Avertissement à l'UDF et au RPR, mais Jean-Marie Le Pen concentre son tir sur le gouvernement et les socialistes. Angle d'attaque, la Nouvelle-Calédonie. Le président du Front National accuse Michel Rocard de haute trahison dans la conduite de cette affaire, annonce qu'il votera non lors du référendum sur l'avenir du territoire et dénonce par avance la consultation sur l'autodétermination prévue dans l'île pour 1998. La première question qui doit se poser quand il s'agit d'un territoire français, ce n'est pas quel est l'intérêt de la fleur ou quel est l'intérêt de Chibaou, mais quel est l'intérêt de la France. Je dirais même que cette question-là est préalable à celle du souhait qu'expriment les populations, si respectables que soit leur opinion. En effet, même si l'opinion se trouvait en désaccord en Nouvelle-Calédonie avec l'intérêt de la France, celui-ci devrait s'imposer. Jean-Marie Le Pen annonce la couleur entre son parti et les autres formations politiques. Pas question de consensus. L'extrême droite veut se faire entendre, elle marque sa différence. Le Front National est d'ores et déjà en campagne électorale. Un dernier mot de politique, d'une manière générale, après l'élection présidentielle de mai dernier et l'accord sur la Nouvelle-Calédonie, les Français ont une bonne opinion du président de la République et de son Premier ministre. Selon un sondage Ipsos pour le compte du magazine Le Point, 67% des personnes interrogées ont une très bonne ou une bonne opinion de M. Mitterrand, et c'est encore meilleur pour M. Michel Rocard, 69% de bonnes ou de très bonnes opinions. Étrangers et la Pologne tout d'abord. On s'est peut-être réjoui un peu trop vite en pensant que des négociations sans condition allaient s'ouvrir entre le gouvernement d'un côté et les grévistes de l'autre. En fait, à l'intérieur du comité central du Parti communiste polonais, actuellement réuni à Varsovie, un débat très vif, très dur, s'est engagé entre les partisans de l'ouverture et ceux qui affirment que la situation économique du pays ne permet pas d'accorder des augmentations de salaire en ce moment. Beaucoup de membres du comité central du Parti communiste polonais se sont prononcés pour la fermeté à l'égard des grévistes. Non aux augmentations salariales. L'État ne peut pas se le permettre. Le Premier ministre a proposé le gel des prix et des salaires jusqu'à la fin de l'année afin d'enrayer la poussée de l'inflation. Non également à l'instauration du pluralisme syndical dans les entreprises.
Les travailleurs n'ont qu'à tous se regrouper au sein des syndicats officiels. Voilà qui ne va pas réjouir la classe ouvrière. Quant à Lech Walesa, le président du syndicat interdit Solidarité, il a réintégré les chantiers navals de Gdansk, toujours en grève. Près de 2 jours après l'appel lancé par le pouvoir à une table ronde avec l'opposition, le prix Nobel de la paix n'a toujours pas été invité à y participer. Il a donc préféré rejoindre ses camarades, parmi lesquels, a-t-il dit, il se sent plus en sécurité, en attendant que les choses se décantent. Carnaval sous haute surveillance à Londres, dans la banlieue de Notting Hill. Chaque année a lieu le carnaval de toute la communauté noire britannique, principalement immigrée des Caraïbes, de la Jamaïque. L'année dernière, ces festivités avaient dégénéré en violentes bagarres, faisant plusieurs victimes. Eh bien, ce dimanche, et jusqu'à présent, tout s'est passé sans incident. Philippe Arroir. C'est le plus grand rassemblement de rue en Europe. Plus d'1 million de personnes qui se retrouvent pendant 2 jours dans l'ouest de Londres, dans un espace grand comme un mouchoir de poche. Le carnaval de Notting Hill, 23e édition, c'est aussi et surtout la grande fête de la communauté noire de Grande-Bretagne et d'ailleurs. C'est la seule façon pour les Noirs, une fois par an, de s'exprimer, de montrer ce qu'ils peuvent créer ou faire lorsqu'ils échappent aux stéréotypes dans lesquels on les enferme trop souvent, des criminels, des bons à rien, des chômeurs. Le temps médiocre a un peu perturbé la fête ce dimanche pour la journée des enfants. On espère que demain, pour le défilé du carnaval, ce sera mieux, car on confectionne chars et costumes depuis avril dernier. La musique est omniprésente, elle fait partie de la culture, de la tradition de chaque groupe, ici présent, qui tient fièrement à rappeler ses origines. Cette année, le Festival 88 est placé sous haute surveillance à cause des incidents de l'an dernier, où il y a eu un meurtre et de nombreux blessés. L'an dernier, on a recensé encore 800 délits, 250 blessés et une nuit d'émeute. Cette année, le comité du carnaval a dû, difficilement, négocier avec la police un certain nombre de règles à respecter. Il y a 10 000 policiers, le tiers de la force londonienne, sur place. La fête est moins spontanée que d'habitude, mais c'est pour le bien de tous, car si le carnaval tourne au vinaigre, encore une fois, il pourrait bien être supprimé. Le carnaval de Notting Hill a été créé par les immigrés des Caraïbes arrivés il y a 30 ans dans ce quartier, un des rares de Londres où on les acceptait. Il a été créé pour remettre du baume au cœur des Noirs, victimes il y a 30 ans d'émeutes raciales ici même. 30 ans après, la méfiance reste de mise entre Noirs et Blancs, mais ce carnaval de Notting Hill est considéré par la communauté noire comme un geste pacifique et de bonne volonté de sa part. Rectification d'une erreur que j'ai commise tout à l'heure en début de journal à propos des accidents de la route en France. En juillet, il fallait comprendre 1087 tués et non 1087 accidents. En France, la polémique semble déjà loin et dépassée. Il y a 100 jours maintenant que le pont de l'île de Ré est ouvert, même s'il ne sera officiellement inauguré que demain matin. Un succès incontestable, 7000 passages par jour en juillet et en août, 2 fois plus que lorsqu'il fallait emprunter le bac. Mais partisans et adversaires du pont ne sont pas pour autant réconciliés. Rémi Roche. Ils étaient 6 bacs qui assuraient 16 heures par jour la liaison avec l'île de Ré. Courte traversée, 20 minutes, mais en saison jusqu'à 7 heures d'attente avant de pouvoir embarquer. Autre inconvénient, les bacs s'arrêtaient la nuit. Quant à leur exploitation, elle accusait un déficit annuel de 17 millions de francs. Août 88, au plus fort de l'été, circulation parfaitement fluide au poste de péage du nouveau pont. Pourtant, les passages ont augmenté de 90% par rapport à la saison dernière. Nous ne sommes plus prisonniers, disent en souriant ceux qui habitent l'île toute l'année. Et pour le président du Conseil général de Charente-Maritime, ce pont est une victoire personnelle face à ceux qui l'ont combattu au nom de la défense de l'environnement. Je suis aménageur de profession et je suis convaincu que la nature est spontanément hostile et que c'est l'homme qui a vocation et qui a réussi dans cette vocation. C'est l'homme qui a vocation à aménager le monde pour son meilleur bien-être. Alors je crois que ce pont fait partie des aménagements qui assureront plus de bien-être à ceux qui le desservent. Des voitures par milliers, des navettes incessantes de bus, on n'avait jamais vu autant de monde sur l'île. Les commerçants sont ravis mais prudents en se demandant si, une fois les estivants repartis, leur clientèle habituelle ne préférera pas aller faire son marché sur le continent.
De leur côté, les antipontistes n'ont pas désarmé, ils dénoncent les aménagements routiers qui ont été faits afin d'éviter les embouteillages monstres de l'été, mais surtout, ils redoutent l'arrivée en force des pavillonneurs sur des zones encore préservées aujourd'hui. Actuellement, le marché immobilier est très porteur sur l'île de Ré et je doute qu'on prenne des mesures qui sont des mesures quand même drastiques et qui sont un peu douloureuses pour les propriétaires fonciers. Je doute qu'on prenne ces mesures à chaud. Je crois qu'il fallait les prendre à froid. Vous pensez que le pont est véritablement responsable de cela ? Non, absolument pas responsable. La politique de l'île de Ré a été menée depuis 1968-70 en vue d'une urbanisation massive. Mais le pont joue donc l'effet d'accélérateur. Toutes les mesures nécessaires ont déjà été prises, rétorquent les pouvoirs publics, non seulement afin d'éviter l'urbanisation sauvage, mais également pour préserver les activités traditionnelles de l'île et du même coup y maintenir une véritable vie sociale toute l'année. Le pont permettrait alors à l'île de sauver son identité, fragile, tout en s'ouvrant au plus grand nombre. Pari difficile, on ne tardera pas à savoir s'il pouvait être tenu. Bien qu'il ne soit plus le premier journal de France, il reste l'un des titres les plus connus. France Soir a quitté la nuit dernière ses locaux historiques de la rue Réaumur à Paris, en plein cœur de la capitale, sur le site, ça c'est pour les amateurs de petite histoire, sur le site présumé de la Cour des Miracles, pour le déménagement pour la rue de Bercy, dans le 12e arrondissement. Un déménagement qui sera l'occasion également d'une tentative de redémarrage du quotidien qui a vu ses ventes sérieusement chuter ces dernières années. 300 000 exemplaires aujourd'hui, alors qu'après la guerre, à l'époque glorieuse de Pierre Lazareff, le tirage dépassait le million. Jean-Marc Bramy, Christian Autain. France Soir déménage. Sous l'œil impassible de Pierre Lazareff, le quotidien échappe ainsi à son lieu de naissance, la rue Réaumur, pour des locaux plus modernes situés à un jet de pierre du palais Omnisport de Bercy. Prélude à un lifting devenu indispensable, informatisation de la rédaction, nouvelle maquette en préparation, passage à la couleur, ce départ est tout un symbole pour Philippe Bouvard, directeur du journal. Il y a des réformes qu'on ne peut pas faire dans un cadre ancien. L'immeuble de la rue Réaumur, qui est un immeuble quasi historique et dans lequel nous nous trouvions depuis la Libération, n'était pas totalement adapté à l'informatisation et à un tas de progrès techniques qui vont maintenant devenir notre lot quotidien. Le 100 rue Réaumur s'était révélé au fil du temps mal adapté et surtout trop vaste. 12 000 m² de locaux pour un journal qui a certes dans le passé franchi le cap du million d'exemplaires quotidiens, mais tire actuellement à 400 000. Fred Baudin se souvient. Quand je suis arrivé à France Soir, c'était en juin 45, je devais peser à peu près 45 kilos, car je rentrais de déportation, et j'ai demandé à voir le rédacteur en chef que j'avais connu dans la presse clandestine, puisque j'avais participé à la confection de défense de la France qui est devenue France Soir. J'ai naturellement dit mon nom à la personne qui me recevait, qui n'était autre que Robert Salmon, le premier président de France Soir, fondateur, et qui m'a dit: Fred Baudin, votre place est réservée parmi nous. J'en suis encore ému aujourd'hui. Et aujourd'hui, pour la rédaction, c'est déjà pensé à demain. Déménagement ou pas, dès lundi à 5 h du matin, France Soir sera comme d'habitude dans tous les kiosques. Sport, une arrivée mouvementée au championnat du monde de cyclistes professionnels en Belgique aujourd'hui. Son championnat remporté par l'Italien Fondriest. Au sprint, en effet, le Canadien Boer, vous allez le voir, a véritablement balancé, comme on dit dans le jargon cycliste, le Belge Criquelion qui allait gagner. Conséquence, déclassement de Bauer et un Français à la 2e place, Martial Gaillan. Stef Bauer et le Belge Criquelion en tête d'un sprint à 3 à 150 mètres de l'arrivée. Pourtant, sur le podium, c'est le 3e, l'Italien Fondriest, qui est champion du monde. Alors, que s'est-il passé? Pour bien comprendre, suivez Steve Bauer au centre. Le Canadien en difficulté change de rapport et provoque la chute de Criquelion. Sur ce deuxième ralenti, Criquelion essaye de passer à droite, mais Bauer le pousse du coude et la roue de Criquelion va heurter une borne en béton. C'est la chute irréversible. Une chute très spectaculaire du Belge qui laisse le champ libre à l'Italien Maurizio Fondriest.
qui remporte à 23 ans son premier titre mondial. Bauer, déclassé, laisse la deuxième place au Français Martial Gaillan. Beau tir groupé des Français avec Roland Pinsec à la 6e place et Laurent Fignon qui termine 8e. En Belgique encore, mais cette fois-ci automobile. Grand Prix de Formule 1 à Spa-Francorchamps. Premier Senna, deuxième Prost. Vous avez compris? Eh bien, le Français a pratiquement perdu toutes ses chances de remporter le championnat du monde de la saison 87-88. Pour battre son coéquipier brésilien, il lui faudrait en effet remporter 4 des 5 derniers Grands Prix de l'année. Lionel Chamoulot. 11e Grand Prix de la saison dans les Ardennes belges sur le circuit de Spa-Francorchamps. Le plus long de tous les circuits, 6 km 940 à parcourir 43 fois. Le plus long, mais aussi l'un des plus rapides. Et dès le départ, Prost semble en mesure d'imposer sa volonté. Il passe Ayrton Senna au premier virage. Prost devant donc, mais pour très peu de temps, car Magic Senna refait la leçon au professeur. Senna reprend le contrôle des événements, dès lors Alain Prost ne peut plus revenir sur le Brésilien qui a su faire les bons réglages. Ce matin j'avais des réglages différents, il a mis les mêmes que moi, donc j'ai voulu moi-même changer avant le départ pour essayer de faire la différence, et j'ai roulé avec moins d'appui aérodynamique pour essayer de consommer moins. J'ai consommé beaucoup moins que lui, d'accord, mais j'ai été beaucoup moins vite. Derrière les deux monstres de la Formule 1, les explications sont sévères, entre Capelli et Patrese par exemple. Mais aussi entre Nannini et Nelson Piquet. Cela se tutoie, l'Italien passe, il terminera 4e derrière Boutsen et Alain Prost. Ayrton Senna vainqueur pour la 7e fois cette saison, Senna reçoit l'hommage d'Alain Prost au micro de Lionel Chamoulot. Je crois que c'est très bien comme ça, c'est tout à fait logique, donc je suis très content pour lui et c'est très bien aussi pour l'équipe. Donc maintenant on va essayer de les gagner toutes et puis Ayrton sera champion du monde. Voilà, champagne également pour ceux qui ont gagné le tiercé ou le quarté cet après-midi à Deauville. Vous allez voir les rapports s'inscrire sur votre écran. De quoi se payer un Jéroboam de champagne comme les champions de Formule 1 automobile. 15, 7, 14 et vous ajoutez le 11 pour ce qui concerne le quarté. Avec 43 000 francs, on peut se payer quelques bouteilles. Voilà, ce journal est terminé. Les dernières informations vous seront présentées tout à l'heure aux alentours de 23h par mon excellent confrère Philippe Lefebvre. Tout de suite après le journal, il y a les prévisions météo avec José Blanc-Lapierre. Premier rendez-vous avec nous demain matin à 6h45, Télématin. Et puis demain soir à 20h, vous retrouverez ici même Henri Sagnier. Je vous souhaite une excellente semaine. À samedi prochain. Bonsoir.